à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Le pape est en Thaïlande depuis hier, retour sur son voyage qui se poursuivra aussi au Japon. C'est cette semaine la 23e édition de la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Nous sommes rendus dans un restaurant qui emploie des personnes porteuses de trisomie 21. Et puis nous reviendrons également dans ce journal sur la liste publiée par le ministère de la Culture qui fait l'inventaire des biens volés dans les églises. Enfin, dans notre dossier, nous parlerons des droits de l'enfant. C'était hier les 30 ans de la Convention internationale signée à l'ONU en 1989. En matière d'abus, d'insécurité ou de pornographie, les enfants sont très souvent les premières victimes des fléaux de notre société. On en parle tout à l'heure avec Aymeric Pourbet de France Catholique et Étienne Pépin de la radio RCF. Ils sont avec nous sur ce plateau. Le pape François est actuellement en Thaïlande pour son 32e voyage apostolique. Le Saint-Père est arrivé à Bangkok mercredi midi. Il a rencontré aujourd'hui les autorités thaïlandaises. Il a également pu rencontrer le patriarche suprême des bouddhistes thaïlandais, à qui il a exprimé son souhait de renforcer le dialogue ouvert et respectueux entre leurs religions. Le pape a aussi invité les catholiques, qui représentent moins d'1% de la population, à être des disciples missionnaires et à témoigner de leur foi en actes. Et puis en fin de journée, il a célébré la messe devant 50 000 personnes au Stade national de Bangkok. Pendant son homélie, il a rappelé l'importance du rôle des missionnaires qui sont venus évangéliser ces régions du monde. On en écoute un extrait. Sin ese encuentro, al cristianismo le hubiese faltado vuestro rostro, le hubiesen faltado los cantos, los bailes que configuran la sonrisa thai, tan particular en estas tierras. Así vislumbraron mejor el designio amoroso del Padre, que es mucho más grande que todos nuestros cálculos y previsiones, y que no puede reducirse a un puñado de personas o a un determinado contexto cultural. El discípulo misionero no es un mercenario de la fe ni un generador de prosélitos, sino un mendicante que reconoce que le faltan sus hermanos, hermanas y madres con quienes celebrar y festejar el don irrevocable de la reconciliación que Jesús nos regala a todos. El banquete está preparado, salgan a buscar a todos los que encuentren por el camino. Ce vendredi, le Saint-Père rencontrera les évêques de Thaïlande, mais aussi les représentants de la Compagnie de Jésus. Pour la prochaine étape de son voyage, le pape se rendra samedi au Japon. Il compte délivrer là-bas un message de paix et de lutte contre les armes nucléaires en se rendant à Nagasaki et Hiroshima. Nous sommes allés à la rencontre de Masako, une catholique japonaise de Tokyo. Elle revient sur une photographie symbolique diffusée fin 2017 par le pape François, celle d'un enfant survivant au bombardement de Nagasaki. Il y a quelques années, il a distribué dans l'avion aux journalistes cette photo. Cette photo, c'est à Nagasaki, après la bombe atomique. C'est un garçon se porte sur son dos, c'est son petit frère. Il est mort à cause de la bombe. Donc, il attend au crématorium. Et ça, c'est une histoire terrible. À cause de la guerre, le pape distribuait. C'est-à-dire, le pape, je crois que le pape priait pour nous, pour le Japon. Donc, il est très, très, très proche de nous, de moi. Donc, si le pape vient au Japon, on peut prier ensemble, en même temps, en même lieu. C'est très important, très impressionnant, donc j'attends. C'est avec grand plaisir. Vous pouvez retrouver toutes les étapes du voyage du pape sur notre site internet ktotv.com. Retour en France, à Lyon, à 8 jours du procès en appel du cardinal Barbarin, le magazine L'Obs a publié une enquête qui accuse, entre autres, le cardinal de harcèlement moral et sexuel sur un ancien séminariste.
Pour les avocats de Monseigneur Barbarin, cette enquête, signée Frédéric Martel, l'auteur du livre Sodoma, est tout à fait douteuse. Maître Jean-Félix Luciani ne souhaite pas réagir sur ces nouvelles accusations avant la tenue du procès en appel le 28 novembre. À l'heure actuelle, aucune plainte n'a été déposée par l'ancien séminariste en question. Quant à la SIAZ, la commission indépendante chargée d'enquêter sur les abus dans l'Église, elle a déclaré ne faire aucun commentaire sur cette affaire. En France, toujours, le ministère de la Culture a mis en ligne un inventaire des biens volés dans les églises et les musées. Les chiffres sont impressionnants. Pas moins de 3 435 trésors ont été pillés et sont encore activement recherchés. Nous avons rencontré Judith Kagan. Elle est chef du bureau de la conservation du patrimoine mobilier et instrumental qui dépend du ministère de la Culture. Elle nous explique l'intérêt d'établir une liste de tous ces objets volés. Plus un objet est connu, plus il est facile à identifier, moins il est revendable, parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Donc on appelle l'attention de tous, d'abord à documenter, ça ce sont les propriétaires, aidés par les services du ministère de la Culture, les propriétaires, les usagers, les associations, à faire en sorte au mieux de documenter tout ce qu'il peut y avoir dans une église, tant propriété de la commune que propriété des associations diocésaines ou parfois propriété privée. Il faut documenter, il faut inventorier, ensuite mettre autant que possible en ligne pour mettre à disposition, d'abord d'un point de vue de la connaissance, de ce point de vue-là, et c'est évident qu'en cas de malheur, en cas de vol, en cas de disparition, en cas de malveillance, le fait que le bien soit illustré, présent en ligne, est un moyen de lutter contre la revente. Et donc ça veut dire que toute personne qui s'apprête à mettre en vente et ou qui s'apprête à acheter un bien d'intérêt culturel peut faire des vérifications de provenance. C'est vraiment l'attention que nous portons là-dessus. Dans l'actualité internationale, à présent, nous partons en Iran. Le pays traverse actuellement une violente crise économique et sociale. Des milliers d'Iraniens manifestent depuis le 15 novembre dans plusieurs villes du pays. D'après Amnesty International, ce mardi, au moins 106 manifestants avaient été tués dans 21 villes différentes. Ces violentes manifestations ont été déclenchées après l'annonce surprise de l'augmentation du prix du carburant. Pour empêcher les protestataires de se coordonner, le gouvernement a suspendu l'accès à Internet dans plusieurs parties du pays. La situation est aussi explosive en Amérique centrale, au Nicaragua. Les tensions étaient déjà vives entre l'Église catholique et les partisans du gouvernement nicaraguayen. Et elles connaissent un regain depuis plusieurs jours. Ce lundi, des partisans du président Daniel Ortega ont fait irruption dans la cathédrale de Managua, où était réuni un groupe d'opposants politiques. Selon l'opposition, au moins 16 églises occupées par les manifestants ont été encerclées par la police au cours de ces derniers jours. Hier, mercredi 20 novembre, l'Union européenne a appelé le gouvernement à lever le siège de l'église et à garantir le plein respect des droits constitutionnels de tous les Nicaraguayens. Et puis, pour finir ce journal, c'était cette semaine la 23e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. À cette occasion, nous nous sommes rendus dans un restaurant, Reflet, qui a ouvert mi-octobre à Paris et qui emploie 8 personnes porteuses de trisomie 21. Une initiative solidaire qui redonne de l'espoir. Rappelons qu'en France, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est de 19% contre 9% pour le reste de la population active. Le reportage de notre journaliste Sophie Duchella. Je vais prendre plat 3. Le riz pilaf. Ouais. Il est 12h30 en plein cœur du Marais et le service ne désemplit pas. À peine un mois après son ouverture, le Reflet rencontre déjà un franc succès, une réussite à l'image de son équipe extraordinaire. C'est la première fois que je travaille avec un public handicapé, ils s'en sortent super bien et en fait ils ont envie de travailler comme tout le monde. Donc ils sont demandeurs, ils sont très investis, ils ont une super attitude, ils n'ont pas un défi personnel, c'est un plaisir pour eux qu'on les accepte dans ce milieu-là, dans ce monde-là. Après 15 années d'expérience, Olivier découvre ici une nouvelle façon de travailler. Dans mes autres jobs, c'est un peu le personnel qui s'adaptait à ma façon de travailler. Ici, c'est totalement l'inverse. C'est moi qui m'adapte à eux et qui essaie de trouver des solutions à leurs problématiques pour qu'ils essaient d'évoluer dans une entreprise comme tout le monde. En cuisine, Redouane, 24 ans, s'applique à trier les champignons. J'essaie de trouver des petites feuilles mortes, là, les choses comme ça, on ne mange pas ça. Ok, regarde. Une minutie transmise par Fabrice, son chef cuisinier. Il faut qu'ils prennent confiance en eux, il faut qu'ils se sentent importants et utiles. Le fait que je partage ce savoir-faire avec eux, ça donne un sens à ma vie en fait. Voilà. Ils sont 8 salariés porteurs de trisomie 21 à se relayer en cuisine et en salle. Grâce à ce CDI, Cyril a désormais trouvé un équilibre.
autonomie, bien-être, plusieurs activités. Ça change. C'est beaucoup. Ça change pour nous grandir dedans. Des employés épanouis et un enthousiasme qui semble contagieux, le client lui aussi est conquis par ce service un peu hors norme. Les expériences comme celle-ci sont trop rares parce qu'on a peur de la différence. Vous voyez les personnes qui nous ont servi, hyper sérieuses, hyper gentilles, hyper spontanées, très marrantes. En plus, c'est un service très agréable. Quand les gens verront que la réussite d'un business et l'impact social ne sont pas opposés mais s'accélèrent l'un l'autre, tout le monde viendra naturellement à des initiatives comme celle-ci. L'inclusion des personnes handicapées n'en est encore qu'à ses débuts, mais à l'instar du Reflet, de plus en plus d'initiatives solidaires voient le jour pour donner sa place à chacun. Voilà pour les actualités retenues ce jeudi. Tout de suite, c'est la chronique du père Bernard Devers. Il revient cette semaine sur les semaines sociales à Lille dont nous parlions mardi. Chers amis, bonjour. Je vais évoquer avec vous en quelques mots ces semaines sociales qui viennent de se tenir à Lille, 93e du nombre. Le thème, c'était refaire société dans un monde qui est largement fracturé. Et naturellement, comme chrétiens, nous ne pouvons pas rester indifférents à une telle démarche. Nous sommes, hommes et femmes, appelés à être des acteurs de réconciliation. Créer des passerelles plutôt que de creuser des fossés. Et au cours d'un des ateliers, précisément, a été évoquée la question en fait de l'habitat. Vous savez, il y a ce mythe de Babel. Ces hommes qui se disent, mais finalement, nous sommes de la même formation, nous parlons la même langue, alors nous allons construire pour être ensemble. Alors, il y a la voix de Yahvé qui dit « Mais et les autres ? Et les autres ?» Eh bien, c'était précisément cette invitation à une réflexion qui nous appelle à être des acteurs de la diversité sociale, de la mixité sociale. Faire attention à l'autre, c'est aussi permettre à une société de lui offrir un prendre soin. Là, voici un espace social que nous ne pouvons pas déserter. Merci Père. On passe maintenant à la revue de presse. À la une de France catholique, la mission vers l'Orient. Aymeric Pourbet, vous nous en dites un mot ? Oui, absolument, parce qu'en fait, on s'est posé une question très simple à la rédaction de France catholique, c'est comment se fait-il qu'il y ait eu ce formidable renouveau religieux et spirituel au XIXe siècle, après la Révolution ? Et rapporté à notre époque, évidemment, c'est intéressant parce que c'est dans les périodes de creux qu'il faut regarder vers l'avant et voir ce qui peut naître. Et donc, on fait une série comme ça de numéros cette semaine. C'est donc Théophane Venard avec l'élan des missions extraordinaires vers l'Asie, notamment. Théophane Venard, qui est un jeune prêtre, qui est mort aussi très jeune, qui a été martyrisé au Tonkin, et qui, malgré ça, savait très bien qu'il partait de toute façon sans espoir de revenir, et probablement avec la grande certitude d'être massacré. Et il l'a fait parce qu'il croyait au salut des âmes. Et je rapproche ça de ce qu'a dit le pape François tout à l'heure en Thaïlande. C'est vraiment être missionnaire, c'est ça. C'est aller porter la bonne nouvelle du salut des âmes à des gens qui ne la connaissent pas. Et je crois que voilà, il y a des rapprochements entre les deux époques qui sont très intéressants. Merci beaucoup. Le Pèlerin nous parle cette semaine de la crise profonde que traverse le monde hospitalier avec le cri d'alerte d'un médecin, le docteur François Salachasse. Le magazine propose également un entretien inédit avec Céline Jalem, surveillante pénitentiaire à Villejuif. Elle témoigne de la réalité et de l'humanité de son métier auprès des prisonniers. Famille chrétienne fait l'éloge de l'amitié pour les 15-25 ans, une étape enrichissante et fondatrice avant de trouver le grand amour selon l'Hebdo. À retenir également l'entretien avec Monseigneur Antoine de Romanet, évêque aux armées à l'occasion du voyage du pape François à Nagasaki et Hiroshima, un appel contre les armes nucléaires et un plaidoyer pour la conversion des cœurs. La Vie interpelle les chrétiens sur la question des violences faites aux femmes. Le magazine rappelle qu'il s'agit de l'une des violations des droits de l'homme les plus dévastatrices du monde. Selon l'UNESCO, il incite également l'Église à sortir de sa discrétion sur le sujet, alors que depuis le début de l'année 2019, 136 femmes ont été tuées par leur conjoint en France. Réforme s'interroge sur l'homosexualité.
Le magazine revient sur la publication du livre « Dieu est amour » aux éditions Flammarion, un livre qui dénonce les pratiques des groupes catholiques et protestants prétendant guérir les personnes homosexuelles. Et puis nous retenons également cette semaine un reportage publié pour les 30 ans des droits de l'enfant qui revient sur les associations venant en aide aux enfants des rues au Caire en Égypte. Enfin, l'hebdo de la Croix nous propose cette semaine un numéro sur les déserts médicaux avec une immersion dans le quotidien des infirmiers de campagne à Saint-Perdon, un village de 1800 habitants dans les Landes. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est le dossier. Et dans ce dossier, nous retrouvons Aymeric Pourbet et Étienne Pépin. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Marguerite. Et merci d'être avec nous sur ce plateau. Nous allons parler ce soir d'un anniversaire, celui de la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant à l'ONU, le 20 novembre 1989. C'était il y a 30 ans, jour pour jour hier. À cette occasion, le président Emmanuel Macron est revenu sur un sujet sensible, le fléau de la pornographie aujourd'hui. On y reviendra tout à l'heure, mais d'abord on va parler de cet anniversaire sur les droits de l'enfant. Qu'est-ce que ça signifie pour vous aujourd'hui, ces droits de l'enfant qui ont 30 ans ? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ce traité, c'est le traité relatif aux droits humains le plus signé dans le monde. 195 pays à l'époque ont signé cette Convention internationale des droits de l'enfant. Les deux seuls pays qui n'ont pas signé, juste c'est pour information, c'est les États-Unis et la Somalie. Donc ça dit combien ce traité vraiment a une dimension universelle. Il est vraiment très reconnu dans le monde entier, même dans des pays où les enfants vivent encore des difficultés, puisqu'il faut quand même dire qu'aujourd'hui encore un enfant sur 4 vit dans un pays en guerre, vit les difficultés que peuvent connaître justement les populations qui vivent dans ces pays en situation de conflit. Aymeric Pourbet, qu'est-ce que ça vous évoque, ces 30 ans ? C'est évidemment une très bonne chose, cette prise de conscience, effectivement, comme le disait Étienne, de l'importance et de l'universalité de la protection de l'enfant. J'aurais cependant deux remarques, je crois, qui sont également importantes. C'est de voir que l'enfant n'existe pas... il existe par lui-même, mais il a besoin aussi de ses parents. Et c'est vrai qu'il ne faudrait pas faire de l'enfant un en-soi, finalement, qui serait assez vite autonome, et comme on a eu tendance à le faire, malheureusement, dans les méthodes d'éducation, de pédagogie. Voilà. Et je crois qu'il faut vraiment considérer l'enfant dans son environnement, en premier lieu familial, puisque les parents sont les premiers éducateurs, et ça, je pense que c'est important de le rappeler. La deuxième chose, c'est aussi qu'il faudrait aller jusqu'au bout de cette protection de l'enfant, y compris dans les débats très actuels autour de la PMA, etc. Et c'est vrai que j'ai l'impression que malheureusement, on oublie un peu l'enfant dans tous ces schémas ou ces projets de loi où on dit finalement il faut accéder au désir des parents d'avoir des enfants à n'importe quel prix, mais sans se préoccuper vraiment de l'impact et des conséquences que ça peut avoir, toutes ces techniques de procréation sur les enfants eux-mêmes. Alors vous soulevez des points intéressants. Les droits de l'enfant, les enfants souffrent, mais pas forcément de la même manière à l'étranger qu'en France. Qu'est-ce qu'il en est Alors déjà, ce qu'il faut dire, plus pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Aymeric, il y a 54 articles dans cette Convention internationale des droits de l'enfant, et il y a plusieurs articles sur justement le droit de l'enfant à avoir un père et une mère, à avoir une famille, à être entouré. Et un article intéressant, en tout cas, moi, je ne pensais pas pouvoir le lire ici, c'est le droit de l'enfant à être aimé. Comme si cela n'était pas évident finalement. Eh bien voilà, ça fait partie de cette convention des droits de l'enfant. Et puis autre chose aussi, et qui rejoint un chiffre assez interpellant encore aujourd'hui, c'est le droit de l'enfant à être scolarisé, à recevoir une éducation qui lui permette de devenir quelqu'un, de devenir un adulte. Or, aujourd'hui, il y a encore 262 millions d'enfants qui sont déscolarisés ou scolarisés dans des conditions qui ne lui permettent pas d'avoir une éducation de qualité. Donc, c'est dire si c'est encore un enjeu d'actualité de continuer à travailler pour le développement des droits de l'enfant encore aujourd'hui, en 2019. Alors, on fête les 30 ans de cette signature de cette convention. Les droits des enfants ne sont peut-être pas les mêmes 30 ans après. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Quels sont les enjeux aujourd'hui, justement ? Je
crois que les enjeux, un peu pour aller dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure sur l'éducation des parents et puis des autres éducateurs, c'est qu'effectivement, et je parle notamment en Occident, mais ça peut sans doute vrai ailleurs, on a besoin d'un vrai mouvement d'éducation voilà, on parle souvent de la transmission aux générations qui a été rompue pendant les années 60, pour faire simple. Aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment renouer avec cet élan-là et se préoccuper effectivement d'un enfant qui, c'est la particularité d'un enfant humain, c'est d'être finalement démuni de tout et d'avoir besoin de cette éducation. Et je crois que pendant des années, on s'est désintéressé, malheureusement, y compris dans les milieux catholiques. Donc je crois qu'il faut vraiment retrouver cette ambition d'éduquer. Il y a un certain nombre de jeunes prêtres, pour parler de l'Église, qui ont envie de se lancer là-dedans, de créer des patronages, des mouvements de jeunesse, etc. Mais malheureusement, on manque de moyens et je crois qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une mobilisation à tout niveau, y compris au niveau des moyens financiers, très concrètement, pour soutenir ces mouvements d'éducation qui sont nécessaires. On le voit bien dans la société aujourd'hui. Si on parle des banlieues qui brûlent ou qui s'agitent, où il y a de la violence, etc., eh bien, c'est parce qu'il manque de mouvements d'éducation. Donc, quand on parle des enfants, je crois qu'il faut vraiment le considérer dans cette dynamique-là, sous peine de parler dans l'abstrait, quoi. Et même en France, en fait, il faut aussi rappeler que des enfants sont victimes de la société telle qu'elle existe et telle qu'elle existe. Telle qu'elle est une réalité en France, c'est-à-dire qu'il y a des enfants migrants qui vivent sans vraiment pouvoir dormir la nuit, par exemple, qui partagent un lit avec plusieurs membres de la famille. Et il y a des enfants qui vivent dans des squats et qui changent de lieu de vie chaque jour. Et il y a aussi beaucoup d'enfants handicapés, alors là, qui ne vivent pas forcément des difficultés matérielles, mais qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école, même si c'est un droit d'être scolarisé. Mais ces personnes handicapées, ces enfants handicapés, comme ils n'ont pas d'accompagnants ou de personnes qui peut vraiment, de manière professionnelle, les accompagner à l'école pour les aider à apprendre, eh bien voilà, ils ne sont pas scolarisés. Et là encore, c'est un droit de l'enfant qui est sans doute bafoué, même en France. Par ailleurs, et sur le plan international, si on veut rejoindre des problématiques contemporaines, il y a des enfants aujourd'hui dans le monde qui sont victimes du dérèglement climatique. Là où il y a de la sécheresse, là où il y a des inondations, là où il y a de la montée des eaux, eh bien voilà, les enfants qui sont les plus fragiles de la société, qui sont finalement sans ressources, qui n'ont pas d'autonomie, eh bien sont les premiers à être victimes de ces dérèglements-là. Et donc, corrélativement, ils sont envoyés dans d'autres pays, ils deviennent des migrants et finalement, ils en sont les premières victimes. Alors, on va revenir sur un autre sujet. Le président Emmanuel Macron, pendant son discours devant l'UNESCO hier, le 20 novembre, a rappelé ce fléau qu'était la pornographie en parlant du contrôle parental qu'il voulait rétablir par défaut. Alors, comment interpréter cette décision du président ? Est-ce qu'on ne lutte pas assez effectivement contre la pornographie aujourd'hui ? Je crois que c'est une évidence. Enfin, on connaît tous dans nos familles des enfants qui ont eu accès à la pornographie via Internet, des téléphones, smartphones, etc., sans qu'effectivement il y ait de contrôle, puisque l'enfant s'approprie, en plus c'est très facile, c'est intuitif, les téléphones maintenant. Donc il y a un vrai sujet de société depuis longtemps, et surtout je crois qu'il faut vraiment saluer cette annonce du président de la République, parce que moi j'ai l'impression qu'on sort un peu de la période justement de 68 où il était interdit d'interdire, y compris la pornographie, puisque c'est mon choix, c'est mon désir, donc il faut pouvoir y accéder. Eh bien, je crois que justement, vis-à-vis des enfants, en matière d'éducation, il y a des impasses. C'est comme le code de la route. Il y a des endroits où on ne peut pas reprendre à contresens parce que sinon c'est dangereux. Eh bien là, je crois que justement, enfin, on sort un peu de ce mouvement libéral-libertaire pour dire qu'il y a des interdictions, il y a des impasses, et je crois que c'est le rôle du politique, c'est la noblesse du politique que de désigner ces impasses. Et donc, on a entendu effectivement les réactions des opérateurs télécoms commencer à dire que c'était pas possible, c'était compliqué. Bah oui, mais n'empêche qu'il faut le faire. Et donc moi, je salue vraiment cette décision et je souhaite que ça aille plus loin et qu'il y ait encore plus de garde-fous finalement pour effectivement protéger les enfants de ces images qui vont les détruire. Enfin, on connaît les conséquences.
Je pense que c'est une question de santé publique. C'est-à-dire qu'un enfant qui a 8 ans, qui tombe sur des images qui représentent la sexualité de manière extrêmement violente, avec une image dégradante de l'homme et de la femme, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la dégradation de l'image de la femme, quelle image on donne de l'homme qui brutalise une femme dans des vidéos qui sont extrêmement choquantes, à 8 ans, c'est je crois, abîmer un enfant qui tombe sur ces images. Mais je pense que ce n'est pas plus sain pour un adulte de voir ce type d'image. Ça donne des conceptions de la sexualité qui sont tous sauf la réalité, qui ne sont pas liées à ce qu'est vraiment l'amour entre un homme et une femme. Et je crois que c'est une question de santé publique que même d'interdire peut-être tout simplement la pornographie. Il faudrait, moi je trouve qu'il faudrait carrément aller jusque-là. Déjà sécuriser pour que les enfants n'y aient pas accès, mais ça me paraît très compliqué parce qu'Internet c'est tellement facile et puis on peut tellement facilement contourner tout ce qu'on veut. Il n'y a qu'à voir la facilité que n'importe qui peut avoir à télécharger des films illégalement, mais alors vraiment sans aucun problème et puis sans aucune répression. En France aujourd'hui c'est extrêmement facile et ça aussi c'est choquant. Mais alors pour un enfant voir des images pédopornographiques, pornographiques déjà tout court d'ailleurs, c'est extrêmement facile et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Pour un petit mot pour conclure. Oui, je crois justement on sort d'une période où on avait une conception de la liberté qui était la liberté de tout faire, mais c'est pas ça la liberté philosophiquement. La liberté, c'est la liberté de pouvoir déterminer et choisir le bien. Donc je crois que là, c'est quand même une bonne nouvelle à saluer, justement qu'on aille un peu vers cette notion de la liberté qui est beaucoup plus respectueuse de la dignité de l'homme et de l'enfant, évidemment. On parlait aussi, et ma langue a fourché, sur la pédopornographie. Ça devrait être complètement impossible. Il devrait y avoir des filtres complètement hermétiques pour ces images en France. Et je suis même étonné, alors que la technique pourrait le permettre, que ce soit encore possible de voir des images de cet ordre sur les écrans en France. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour parler de ce sujet. Et merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag à la source. On se retrouve mardi prochain. Excellente soirée sur KTO.